Alors j'ai eu la chance d'avoir une enfance avec, bon, on va dire autrement, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, on va dire, avec mes grands-parents français du côté de ma maman qui était française et qui avait une grande propriété dans le centre de la France. Et c'était une grande maison au milieu de la forêt. Et dans cette maison, il y avait énormément d'objets, des objets d'art et des tableaux. Et donc, je passais toutes mes vacances là-bas. Donc, lorsqu'il faisait mauvais, lorsqu'il pleuvait dehors, par exemple, eh bien, je passais toute la journée à l'intérieur, mais je ne me suis jamais ennuyé. Parce que je pouvais aussi voir tous les objets, ouvrir les tiroirs, aller dans le grenier et comme ça découvrir des choses. Ce sont des bons souvenirs. Et puis la forêt autour, moi je suis très sensible aussi à la nature. Donc pour moi, aller dans la forêt, voir les arbres et sentir les arbres et la nature, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. C'est une chance de pouvoir prendre des objets en main. Donc c'est une vieille maison avec des objets de plusieurs siècles souvent. Donc finalement assez peu d'enfants peuvent aller regarder, toucher, même si parfois il y avait des vitrines où il ne fallait pas toucher, mais regarder de près. Et moi ce qui m'importe beaucoup c'est le toucher. Donc prendre une boîte, une montre de poche dans les mains, pouvoir toucher la texture, regarder je sais pas, un bougeoir en bronze ou en argent et pouvoir aussi toucher comment c'est. Pour moi c'est très important de se toucher et c'est comme ça qu'on apprend. Donc j'aime beaucoup les musées, je vais dans beaucoup de musées, mais dans les musées on ne peut pas toucher. Donc c'est uniquement intellectuel, uniquement par la vision. Et souvent c'est assez loin. Et ce qui m'a marqué, et aujourd'hui m'est indispensable, c'est de pouvoir avoir les objets de près, de pouvoir les toucher, les regarder. Et puis finalement, c'est qu'une question d'observation. Ma grand-mère aimait les objets, elle avait des objets de famille, et aussi elle allait en acheter. Et c'est comme ça qu'on pouvait avoir une discussion. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé ma première collection, parce que ma grand-mère avait fait quelque chose, je trouve, formidable. Elle a dit, je vais laisser un souvenir à chacun de mes petits-enfants, elle en avait beaucoup, et on pouvait choisir un objet. Et moi j'avais choisi une montre, mais c'était apparemment la montre qu'elle ne pouvait pas donner. Alors il fallait que je choisisse autre chose. Et pour l'anecdote, un jour, pour mon anniversaire, elle m'a fait venir, elle a dit, bon, j'ai une idée, il y a dans cette autre vitrine aussi des montres, et je ne vais pas t'en donner une, mais deux, parce que pour commencer une collection, il faut au moins deux. Voilà, et c'est parti comme ça. Oui, c'était complètement différent. Il y avait surtout des antiquaires à l'époque. Hein. Et puis, il y avait des ventes aux enchères aussi. En France, il y avait l'hôtel Drouot, évidemment avec des procédures complètement différentes de ce que nous avons encore ici, en fait. Les différences commerciales entre la Suisse et la France sont très importantes au niveau de l'entreprise. Et ensuite, j'ai suivi ma mère qui, elle, aimait aussi beaucoup aller acheter dans des ventes, dans des maisons particulières, et je la suivais dans les ventes aux enchères. Donc voilà, je suis venu aussi avec elle ici, au début, lorsque mes prédécesseurs avaient monté l'entreprise, et puis l'entreprise que j'ai rachetée plus tard. Oui, oui, ça c'était très différent. Il fallait aller voir parce qu'il n'y avait pas de catalogue ou très peu de catalogue. Il fallait aller voir, demander, regarder,
effectivement, parce on ne pouvait pas se plaindre de quoi que ce soit. On achetait, c'était ça, et on ne pouvait pas discuter. Donc évidemment, le service à la clientèle a complètement changé aujourd'hui. Alors, en fait, avant mes études, je souhaitais devenir commissaire-priseur en France. Et donc j'avais été voir quelques professionnels, des grands commissaires-priseurs, pour leur poser des questions, pour savoir comment ça marchait. Et donc je m'étais inscrit parce que j'avais effectivement confirmé, c'est ce que j'avais envie de faire vraiment, même si je trouvais que les personnes qui m'avaient reçu étaient extrêmement gentilles, mais je trouvais le système tout à fait préhistorique à l'époque, et d'ailleurs ça l'était. Mais je me suis quand même inscrit pour faire des études pour cela. Et il faut faire du droit ou de l'économie, de l'histoire de l'art. Donc il faut avoir une formation complète. Et je m'étais inscrit à Paris d'ailleurs pour la petite histoire, pour faire du droit. Et puis les hasards du calendrier ont fait que le timing n'était pas bon. Et finalement, je me suis inscrit ici à HEC à Lausanne, puisque j'habitais pas loin, en fait. Et j'ai fait les études d'économie à Lausanne. Et puis ensuite, la vie fait que parfois il y a des détours. Donc j'ai travaillé avec des amis dans des sociétés d'import-export. Et puis fait différentes expériences. Et ensuite, je suis reparti à Londres pour suivre des études d'histoire de l'art. Voilà, j'ai eu aussi la grande chance et l'opportunité, pendant mes études, de pouvoir organiser une vente aux enchères, de pouvoir organiser une vente aux enchères pour un commissaire-priseur suisse, qui lui-même n'était pas dans la mesure de le faire, en fait, pour différentes raisons. Et donc ça a été ma première expérience concrète, parce que lui apportait les objets, et il me disait il faut faire ça, 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 et donc moi j'ai passé mon temps à tout faire, hein. La publicité, je faisais un petit peu de tout, il y avait d'autres personnes aussi autour de moi, mais enfin l'idée c'était de découvrir le métier. Donc ça a été ma première expérience vraiment concrète. Et après, voilà, les choses évoluent. J'ai eu l'opportunité de pouvoir racheter le fonds de commerce ici, qui existait ici. Mais il n'y avait plus grand-chose, en fait. Parce que les propriétaires devenaient âgés, et puis ils ne s'intéressaient plus depuis des années. Donc ça marchait comme ça. Mais ça marchait presque plus. Il restait même pas 2 personnes pour faire fonctionner l'entreprise. Il n'y avait plus de catalogue, il y avait un seul ordinateur. Il n'y a pas longtemps, il y a moins de 20 ans. Donc, et quand je suis arrivé là, eh bien, j'avais déjà fait tout un business plan pendant presque 1 an et demi, sur comment monter une nouvelle maison de vente aux enchères. Et là, j'ai eu l'opportunité de racheter le fonds de commerce. Donc tout de suite, j'ai été actif en appliquant ce que je savais, en suivant le business plan et en travaillant beaucoup, non-stop. Donc le premier autre succès, vous avez eu juste après quelques temps en fait, dès le tout début. Parce qu'il n'y a jamais eu de pause, en fait. Tout de suite, en fait, en travaillant, il y avait une demande énorme, parce qu'il n'y avait rien à Genève, ou presque rien. Il y avait les grandes maisons de vente internationales qui faisaient les plus belles ventes de bijoux, mais pour les gens, voilà, objets, tableaux, même bijoux, il n'y avait pas de maison ici à Genève qui soit importante. Donc tout de suite il y avait une demande, et simplement
par mes connaissances, j'ai pu faire une première vente intéressante. Et puis ensuite, le bouche à oreille a fonctionné très très rapidement. Donc il suffisait de répondre au téléphone pour avoir des affaires. Et on a commencé aussi après quelques mois, ma femme est venue me rejoindre parce qu'elle était professeure de français, elle avait une formation de lettres à la Sorbonne, donc pas dans le monde de l'art, mais j'avais besoin de quelqu'un, et elle l'a vu, elle a dit « Ah bah, je pourrais venir pour aider ». Donc j'étais très content, et on a commencé comme ça à travailler beaucoup, on va dire jour et nuit. Notre premier enfant est né 6 mois avant l'achat de l'entreprise. Donc il avait 6 mois qu'on était ici dans ces locaux avec rien, presque rien. Et je crois pendant ces 3 premières années de sa vie, il a dormi dans la bibliothèque là, à côté, dans le lit de voyage, et pas dans sa chambre, parce qu'on était tout le temps là. Voilà. Voilà comment ça a démarré, et puis c'est aussi des questions de relations personnelles, de travail, il faut toujours essayer d'être le meilleur, de faire ce qu'on peut le mieux possible. Ça, c'est pas un secret. Une immense envie de faire quelque chose par moi-même. Et puis, lorsque je me suis lancé, je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était pas possible. Je devais aller de l'avant parce que d'abord j'y ai investi des fonds, et puis c'était vraiment ce que je voulais faire, donc il fallait y arriver, absolument. Donc c'est une question de pugnacité, d'une question de s'accrocher à ce qu'on a et de ne pas lâcher. Et donc peut-être, c'est ce qu'on me reproche toujours, d'être perfectionniste, mais à l'époque c'était pas ça, c'était oui, je voulais faire les choses très bien. D'un autre côté, on ne peut pas tout faire bien, donc lorsqu'on est confronté à la réalité, il faut forcément avancer, parce que si on attend que tout soit parfait, on ne fait rien. D'abord, je dirais, c'est la capacité professionnelle de faire bien les choses. C'est ça le plus important. Parce que vous pouvez faire plein de publicités, mais si à l'intérieur il y a quelque chose qui est chaotique, ça tient. Combien vous avez d'argent pour mettre la publicité? Alors d'accord, ça tient 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend combien vous mettez pour la publicité. Puis après, ça ne tient plus. Ou alors, ça végète. Et ici, en Suisse, une maison de vente aux enchères, c'est une société commerciale, comme n'importe quelle entreprise, à la différence de la France, qui est plus structurée, qui est très encadrée et qui a encore une sorte de monopole, en fait, sur... donc c'est... Ici, si vous faites mal les choses, comme n'importe quelle entreprise, vous n'allez pas progresser. C'est comme ça. Donc si vous faites bien les choses, et pour moi, la qualité... en fait, j'ai appliqué 2 principes. Puisque la vente aux enchères, on parle de 2 types de clientèle. La clientèle vendeur, les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs, c'est ceux qui vont apporter les objets. Et les acheteurs, vont les acheter. Mais parfois, ce sont les mêmes personnes. Mais en tout cas, c'est dans la structure de l'entreprise, c'est 2 types différents. On a le côté vendeur et côté acheteur. Et j'ai appliqué finalement un principe très simple, comme l'a fait le principe de Henry Ford aussi, qui disait je veux construire une voiture qui soit utile pour tout le monde, pas trop chère, etc., etc. Il avait toute une série de critères. Et puis il fallait que ça soit de bonne qualité, sinon ça n'allait pas marcher. Donc
j'ai tout fait pour faciliter le côté vendeur. Quand vous avez une grande maison, vous héritez d'une maison ou d'un petit appartement, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde hérite une fois ou deux fois dans sa vie, c'est tout. Les successions, c'est ça, c'est pas beaucoup plus. Et vous n'avez pas l'expérience. Donc, allez vers ces gens en leur disant, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Et c'est des conseils, voilà, ça c'est, je me suis occupé vraiment à faciliter la vie des vendeurs. Et de l'autre côté, des acheteurs, c'est-à-dire à partir du moment où le catalogue est fait, à partir du moment où il y a l'exposition, eh bien, on s'occupe des acheteurs. Ça veut dire qu'on va répondre à leurs questions, qu'on va ne pas mentir sur l'objet, on ne va pas faire semblant que c'est en bon état si c'est pas en bon état, etc. Donc être très sincère, ça marche pour tout. Ça, disons, c'est ma vision. Je veux être extrêmement sincère vis-à-vis je veux être sincère vis-à-vis de la clientèle, et de tout le monde en général, mais en particulier de la clientèle, pour qu'ils se sentent en confiance. Et donc d'avoir, de créer cette relation de confiance. Alors oui, Genève, bon, la Suisse en règle générale, et Genève aussi, mais j'ai eu beaucoup de chance, en particulier parce que beaucoup d'étrangers sont venus en Suisse. Et en fait, ce sont les étrangers qui, en venant en Suisse, en particulier juste après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens sont venus ici et finalement ont passé leur retraite, ou finalement sont morts, et leurs enfants ont succédé, ils sont restés en Suisse ou ils sont partis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont venus avec leurs objets. Et on a encore cette chance, pourvu que ça dure, je ne sais pas combien de temps, mais que la Suisse est un pays assez stable, où il y a une certaine, disons, une certaine sécurité, et où des personnes fortunées peuvent venir et s'installer sans être trop embêtés. En fait, les Suisses aussi sont comme ça, même s'ils voient une star de cinéma au restaurant, ils ne vont pas aller l'embêter. On le laisse tranquille, il est là. Bon. Et donc, des gens viennent avec leur tableau, avec leur déménagement, et lorsqu'ils décèdent, ou lorsqu'ils veulent déménager, eh bien, ils vendent leurs objets. Et donc, on est ici dans un centre où il y a toujours beaucoup d'objets extraordinaires, et c'est ce qui fournit en fait nos ventes. Alors ça, c'est le côté pour le sourcing. Et le côté ensuite de la position géographique et du marketing par rapport aux autres maisons de vente internationales, dont plusieurs sont présentes aussi en Suisse. Eh bien, c'est vrai que c'est une situation géographique privilégiée. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'objets ici, beaucoup de collections, parce que la Suisse n'a pas de restriction sur l'entrée et la sortie des objets d'art. Contrairement à la France, contrairement à l'Italie, contrairement à beaucoup de pays, en fait. Donc, si vous êtes collectionneur et que vous avez une grande collection de tableaux, vous pouvez les faire venir, vous pouvez les mettre dans votre maison, puis un jour vous dites, non, finalement je vais les remettre à l'étranger, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de restriction, vous n'avez pas de préemption, il n'y a pas de trésor national qui va vous dire, non, 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 ça c'est entré, mais ça ne ressort pas, ça c'est un Léonard de Vinci, vous ne devez pas le ressortir, ça doit rester en Suisse. Non, ça n'existe pas. Et ça, c'est une chance énorme. Parce que, en fait, ça veut dire que tout peut rentrer, tout peut sortir, donc les gens se sentent libres. Et puis, ça veut dire qu'ils viennent avec beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est une liberté que
en tout cas en Europe, assez peu de pays ont. Parce qu'ils ont tous le système de trésor national, en fait. Surtout en Italie, c'est bien connu, puis en France, hein, on a tout d'un coup un musée qui va interdire le sortie de territoire d'un objet. Donc, ça veut dire que le marché il est juste en France, il n'est pas mondial. Donc, au lieu de valoir 1000, l'objet va valoir 100, parce que les autres acteurs du marché, ben, ils ne vont pas vouloir l'acheter. Et donc ici, on est aussi nous-mêmes, en fait, notre maison de vente, Piguet, bénéficie d'une niche de marché parce qu'on est en Suisse. Alors, comment ça marche? C'est quand nous avons des ventes que vous avez vues, on fait de la publicité partout dans le monde. On met notre catalogue sur des partenaires pour que ça soit visible partout. Et on a des acheteurs de partout dans le monde. Mais on a aussi des acheteurs suisses, beaucoup d'acheteurs suisses. Et lorsque nous avons des objets très haut de gamme, on met en compétition les acheteurs étrangers et les acheteurs, les grands collectionneurs suisses qui se disent « Tiens, ça c'est intéressant, je vais aller voir, c'est tout près. » Et là, et du coup, ils peuvent acheter, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix de très haut niveau, et donc avoir notre niche de marché par rapport aux grands acteurs internationaux. Oui, on dit même qu'il y a 4D. C'est vrai? Oui. Oui, en fait, on le dit souvent en boutade, oui, il y a les 4D qui sont les sources des objets qui sont mis en vente. Hein. Donc le décès, la dette, le divorce et le déménagement. C'est le 4e. Voilà. Alors, c'est pas exclusivement ça. Mais c'est vrai que c'est un apport assez considérable. Je dirais d'abord le décès, parce que les dettes, c'est tout de même, je pense, un peu marginal. Oui, ça existe, comme parfois nous faisons des avances sur des objets, on va donner une partie du montant au vendeur en attendant que ça se vende, etc. Ça existe. Mais ce n'est pas ça qui fait vraiment la majorité. Et ici, nous n'avons que des ventes volontaires. Donc il n'y a pas de vente forcée. Ça se passe à l'État, mais pas chez nous. Voilà. Et puis, maintenant, on a aussi des personnes, et ça depuis le Covid, c'était intéressant, beaucoup de gens qui ont dû rester chez eux, ont commencé à regarder, ils se sont dit « Ah oui, ce tableau-là, bon, depuis des années, on l'a mis là, on part le matin à 7 h, on revient le soir à 8 h, bon, on ne regarde plus. » Et pendant le Covid, beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison et se sont dit « Non, mais on va changer la décoration. » Donc on a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour vendre des objets qu'ils ne voulaient plus, et pour en racheter. On met notre catalogue sur des partenaires pour que ça soit visible partout. Et on a des acheteurs de partout dans le monde. Mais on a aussi des acheteurs suisses, beaucoup d'acheteurs suisses. Et lorsque nous avons des objets très haut de gamme, on met en compétition les acheteurs étrangers et les acheteurs, les grands collectionneurs suisses qui se disent « Tiens, ça c'est intéressant, je vais aller voir, c'est tout près. » Et là, et du coup, ils peuvent acheter, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix de très haut niveau, et donc avoir notre niche de marché par rapport aux grands acteurs internationaux. Oui, on dit même qu'il y a 4D. C'est vrai? Oui. Oui, en fait,
on le dit souvent en boutade, oui, il y a les 4 D qui sont les sources des objets qui sont mis en vente. Hein. Donc le décès, la dette, le divorce et le déménagement. C'est le 4e. Voilà. Alors, c'est pas exclusivement ça. Mais c'est vrai que c'est un apport assez considérable. Je dirais d'abord le décès, parce que les dettes, c'est tout de même, je pense, un peu marginal. Oui, ça existe, comme parfois nous faisons des avances sur des objets, on va donner une partie du montant au vendeur en attendant que ça se vende, etc. Ça existe. Mais ce n'est pas ça qui fait vraiment la majorité. Et ici, nous n'avons que des ventes volontaires. Donc il n'y a pas de vente forcée. Ça se passe à l'État, mais pas chez nous. Voilà. Et puis, maintenant, on a aussi des personnes, et ça depuis le Covid, c'était intéressant, beaucoup de gens qui ont dû rester chez eux, ont commencé à regarder, ils se sont dit, ah oui, ce tableau-là, bon, depuis des années, on l'a mis là, on part le matin à 7 h, on revient le soir à 8 h, bon, on ne regarde plus. Et pendant le Covid, beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison et se sont dit, non, mais on va changer la décoration. Donc on a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour vendre des objets qu'ils ne voulaient plus et pour en racheter d'autres. En fait, vous avez en Asie des ventes, principalement à Hong Kong par exemple, qui ont de très beaux objets asiatiques, chinois, au Japon aussi, vous avez des belles ventes, mais le Japon n'est pas tellement dynamique. Hong Kong reste une place importante en Asie. Après, pour avoir des objets intéressants, en fait, vous avez des centres, vous avez Londres qui était très important, qui était vraiment un pôle mondial, en fait. Si vous regardez dans le monde, vous aviez Hong Kong, enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, parce que ça dépend des domaines, mais si on part de l'Asie, on a Hong Kong, on a, ensuite on revient ici, on a Genève, Paris, Londres et New York. Ça, c'est pour les plus, disons, au niveau chiffre d'affaires, c'est les plus importants. Paris étant quand même, bon, il y a beaucoup d'objets, mais au niveau international, c'est un peu moins important, bien qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'efforts pour développer les ventes à Paris. Mais ils ont été malheureusement, enfin ça c'est mon avis personnel, je ne sais pas s'il faut le diffuser, mais le fait des corporations du commissaire-priseur français ont beaucoup en fait diminué la compétitivité des maisons de vente françaises. Alors il y en a des excellentes, bien sûr, mais globalement ça reste un petit peu sclérosé, on va dire. Mais Genève est le centre mondial pour les ventes de bijoux et montres. On va dire Hong Kong est le centre mondial pour les ventes d'objets asiatiques, les jades, les peintures. Et puis New York, c'est plutôt pour l'art impressionniste et l'art contemporain, avec Londres. Et puis maintenant, Londres, on ne sait plus très bien comment se situer parce qu'avec le Brexit, avec les nouveaux gouvernements, ça devient instable. Donc les gens préfèrent peut-être vendre ailleurs. Mais ça reste un centre très important. Donc Genève, c'est une toute petite ville, mais qui est connue parce que c'est une ville internationale. Et effectivement, pour les objets, elle draine les objets de la Suisse. En Suisse, il y a Genève et Zurich. Comme les deux centres en fait, principaux, pour les ventes aux enchères, c'est
C'est ça aussi. Au niveau de chiffre d'affaires, ce n'est pas vraiment des concurrents, parce que si vous prenez les deux plus grands, Christie's, Sotheby's, ils ont des chiffres d'affaires en milliards. Nous, on est en quelques dizaines de millions. Donc, on n'est pas au même niveau, au niveau importance. Et puis, on a une maison, alors que ces maisons internationales ont des bureaux partout dans le monde. Mais comme moi, je les considère plus comme des partenaires, en fait. Mais parfois, on peut être en concurrence. Hein. Ici, parfois, nous vendons des objets qu'ils auraient bien voulu avoir. Mais ça, c'est la vie. Notre année record a été 2021, la deuxième année du Covid. C'était ça où nous avons fait notre chiffre d'affaires le plus important, qui a presque atteint 30 millions. Et là, on est autour des entre 25 et 30 millions selon les années. Donc 27, je crois, cette année-là. Donc ça a été 2021. Donc il a été un gros... Le Covid nous a rendu service, on va dire. C'est incroyable, mais pourtant ça a été très difficile en 2020. Mais on avait mis en place les ventes online. Et comme les gens ne pouvaient rien faire d'autre, pas voyager, pas aller au restaurant, rien acheter, ils achetaient ici. C'était fantastique. Et après, l'habitude a été prise d'acheter en ligne avec notre application. Et donc voilà, ça a beaucoup augmenté le business. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, quand il y a un client qui vient se plaindre, j'ai dit, mais on a de la chance d'avoir un client qui se plaint. Donc c'est comme ça que je prends. Parce que quelqu'un qui vient avec des critiques, soit on pense que ce n'est pas justifié, mais on a la vision de quelqu'un d'autre, et donc on peut toujours s'améliorer. Et c'est un client qui n'est pas content et qui le dit, ça c'est fantastique, parce que on peut s'améliorer, ou alors on peut dire non, il n'a vraiment pas raison, et puis il s'est trompé, ok, ça c'est à part, mais la plupart du temps, les gens ont quand même raison, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qu'il faut améliorer, etc. Et donc ça c'est une chance. Après, si vous pensez à d'autres critiques, il y a toujours des jaloux. Donc, quand une affaire marche, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de dire que c'est nul et que ça ne marche pas, juste parce qu'il y a de la jalousie derrière. Ça, c'est normal. Ça, ce sont des spécialistes, des experts, qui ont leur domaine d'expertise. Donc, et on les sépare en départements. Donc il y a le département tableau, avec une personne qui va faire les peintures anciennes, d'autres les peintures modernes. Il y a le département bijoux, par exemple, où là nous avons 4 gémologues qui sont certifiés, et donc qui vont, avec un petit laboratoire, qui vont pouvoir analyser les pierres, savoir si c'est un saphir synthétique, quelle couleur, quelle valeur. Et avec, ça c'est une profession. Chacun a cette profession-là, en fait. Et donc, grâce à la connaissance que chacun de ces experts a accumulée, il va pouvoir dire, bon, ça c'est un objet qui est authentique et qui date de telle époque, et qui vaut tant. Et là, il y a toutes les nuances possibles. C'est authentique, mais ça a été restauré, ou c'est un peu abîmé, ou ça a été redoré, etc. Donc tout ça, ce sont des nuances qui affectent le prix. Et voilà, donc si vous voulez,
moi j'ai aussi mon domaine d'expertise, mais qui est plus généraliste. Parce que tout m'intéresse. Alors on ne peut pas être expert de tout, c'est impossible. Mais par contre, j'ai une vue sur la qualité des choses. Donc, comme je suis intéressé par des objets du Moyen-Âge et aussi des objets d'art contemporain, par les montres, les bijoux aussi, ça me permet d'avoir une vision de la qualité de l'objet. En fait, c'est qu'une question d'observation. Si vous observez bien un objet, avec l'expérience, vous voyez la différence entre ces différents objets, et donc vous savez s'il y en a un qui est vraiment pas bien, et qui est une reproduction, ou un autre qui est fantastique, et qui a été vraiment d'une grande qualité. Donc ça me permet d'avoir une idée globale, par exemple dans une maison, lorsque je vais visiter une maison. Ensuite, je peux envoyer différents experts en disant, voilà, il y a telle et telle chose qui sont intéressantes et il faut les expertiser. Il y a, avant le Covid, maintenant ça fait déjà 5-6 ans, on avait déjà des ventes par Internet, mais on avait une proportion de 5 à 10% par année d'objets qui étaient vendus via Internet. Aujourd'hui, les ventes online représentent 98% de... Je ne sais pas si vous voulez que je le dise en français, 98%. Mais 98% des ventes se font online. Donc il reste une petite partie d'objets qu'on va mettre en salle pour une vente traditionnelle. Et est-ce que ça va disparaître un jour ou pas? Moi, je ne pense pas. On a Internet, on a la télévision, on a le téléphone, mais on va toujours au théâtre. Donc, je pense qu'il y a cette relation entre les hommes, cette relation humaine qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en tout cas, c'est mon espoir, parce que je trouve c'est bien, enfin ça me plaît de pouvoir avoir cette interaction humaine. Il y a d'abord l'objet lui-même, la qualité de l'objet. Ça, évidemment, c'est la base. Mais l'histoire est extrêmement importante. De plus en plus, en fait. Maintenant qu'on peut avoir tout en digital, que presque tous les objets peuvent être refaits aujourd'hui en copie. Hein, vous avez en Chine des ateliers qui refont des objets anciens. C'est très difficile à voir. Donc, la qualité de l'objet, 2, l'histoire. Et l'histoire est très importante parce que l'objet porte cette histoire. Donc, on le voit dans nos catalogues lorsque nous racontons une histoire vraie, d'un objet qui a appartenu à une personnalité. Eh bien, l'acheteur va acquérir cet objet avec ce bout d'histoire-là. Et l'objet va continuer à vivre finalement auprès de différents futurs acheteurs, mais avec l'étiquette de son histoire. Et donc de savoir que tel objet a appartenu à un roi ou à Napoléon, c'est une chose, mais ça peut être une histoire simplement familiale. On a eu l'histoire des industriels Givaudan, par exemple, à Genève. Eh bien, ça date du début du XXe siècle. C'est pas tellement vieux, mais il y avait tout un prestige de comment ça a été acheté, comment ils ont fait leur fortune, qu'est-ce qu'ils ont acheté quand ils ont fait fortune, et puis c'est resté dans la famille. Et là, dans la dernière vente, nous avons eu la succession de Ardeshir Zahedi,
donc l'ambassadeur d'Iran auprès des États-Unis avant la chute du Shah, donc l'ambassadeur du Shah. Et ensuite, en 1979, il y a eu la révolution, et donc il est resté en Suisse depuis ce moment-là. Et il est décédé, et donc sa succession a mis en vente différents objets. Et donc nous avons attaché un bout d'histoire à chacun de ces objets-là, et ça a été un succès énorme, parce que les Iraniens, les personnes qui l'avaient connu, eh bien, voulaient avoir un souvenir. Et puis il y a aussi une trace d'authenticité. Si c'est à lui, c'est que ça fait au moins 50 ans que c'est dans la famille, donc ça n'a pas été fait avant-hier. L'histoire est importante, après l'émotion, très importante. Et tout ça peut se combiner. Alors quand tout se combine, alors là c'est fantastique. L'émotion d'un objet qui a appartenu historiquement à quelque chose, mais aussi qui est très beau. Ça peut être juste la beauté d'un objet qui en est là. Chacun a sa sensibilité devant un objet. Moi j'ai des objets où ça me fait des frissons dans le dos. Quand je vois, je dis oh, mais c'est juste fantastique. Et donc, on a envie de l'acquérir. Si on peut, voilà, c'est ça aussi le moteur. Je dirais, nous, il y a des objets qui nous ont beaucoup marqués. Ce sont des objets russes. Mais entre la Suisse et la Russie, historiquement, il y a eu des liens très serrés. Donc la Russie depuis le XVIIIe siècle, a demandé aux Suisses de produire, d'aller enseigner aux enfants de l'aristocratie. Donc les précepteurs des enfants russes étaient souvent suisses. Et il y en a eu des très fameux, puisqu'il y a eu ceux de Nicolas II, des tsars, enfin même depuis Catherine, la grande Catherine, a aussi fait venir des Suisses. Donc c'est une histoire très, très proche, et donc on a pas mal d'objets qui sont ici. Donc là, il y a une histoire sur des objets russes, qui est assez extraordinaire. Bon, je dirais, il y a deux objets, mais je vais en choisir un, qui sont des lettres, justement. Des lettres et des photos. Parce que l'autre, c'est aussi, on a eu deux autres objets russes très beaux, c'est une boîte Fabergé avec des l'or et diamants, et puis des grands vases en porcelaine. Mais moi, j'aimerais vous parler juste brièvement des lettres qu'on a reçues un jour, parce que ça a été le début des ventes d'art russe. Maintenant, les ventes d'art russe, elles sont presque finies, on va dire malheureusement, à cause de la situation internationale. Et c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus, oui. Et c'est un jour, une personne vient à la réception, et puis vient avec un petit paquet de lettres comme ça, et un objet. Il dit, voilà, mes ancêtres étaient précepteurs, donc professeur, précepteur d'un aristocrate russe, puis voilà, il y a ces objets-là, ces lettres. Est-ce que vous pouvez me dire si ça a de la valeur, parce que je fais de l'ordre dans la maison, et si ça ne vaut rien, je vais les liquider. Et bon, on n'a pas fait tellement attention à l'époque, on s'est dit, bon, c'est des lettres, pas tellement d'intérêt, on a laissé de côté. Et puis, quelques temps après, on les a regardés, on les a lus, et on s'est dit, mais c'était pas signé, il n'y avait pas d'entête, rien. Un peu comme si c'était du papier recyclé. Et en les lisant, on s'est aperçu que c'était des lettres écrites par les enfants du tsar Alexandre III en exil, écrites à leur précepteur ici à Genève, à Carouge, qui était un peu leur père de substitution. Il racontait tout. Alors j'ai appelé le monsieur et je lui ai dit, mais oui, ça nous intéresse. Il a dit, ah bah heureusement que vous m'appelez, j'allais tout mettre au papier, dehors sur le trottoir. Et il vient avec 2 sacs remplis. Et alors ça, on a fait un travail énorme pour
tout décrypter, tout retranscrire. Et ensuite apprendre comment les mettre en vente, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Alors on a été regarder à Londres, à New York, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des lettres qui se vendaient. On a vu, puis on a dit, bon, c'est pas... Oui, ok, ça se vend, mais ils mettent ça en bloc. Puis nous, là, on a commencé à innover. C'est-à-dire, comme on avait tout lu, on a pu faire des groupes très intéressants au niveau de l'histoire. On les a mis en vente, et ça a été un succès énorme. On a fait le tour du monde. Vraiment, ça a été un buzz mondial des découvertes de ces lettres des enfants du tsar en exil, et en Angleterre, en Suisse, mais tous écrivaient ici. Pas en Suisse, ils étaient en exil en France, en Angleterre, et puis aussi des lettres qu'ils écrivaient quand ils étaient encore en Russie. Extrêmement intéressant, et on a fait des records mondiaux qu'on détient toujours aujourd'hui. Et après a commencé donc une série de ventes de manuscrits russes, et on a vendu plusieurs manuscrits des derniers tsars. On détient toujours les prix records mondiaux pour les manuscrits écrits par les 3 derniers tsars de Russie. Et une autre anecdote, c'est 1 an plus tard, il y a un autre monsieur qui vient à la réception, qui me demande à me voir et qui me dit « C'est vous qui avez vendu les lettres que mon frère avait apportées, n'est-ce pas ?» Je dis « Oui, oui, oui. » Eh bien moi j'ai les photos. Et il nous apporte 2 sacs de photos de famille, parce que le précepteur faisait des photos, donc des photos de pique-nique intimes, des choses extraordinaires. Et là, on a aussi fait les records du monde. Voilà. On a eu vraiment aussi, on était présent au journal du soir, dans la télévision russe, internationale aussi. Parce que voilà, c'était des objets émotionnels et qui appartenaient aux Russes, mais à tout le monde. Mais encore, il y a à peine quelques années, on a eu une autre histoire. Donc on a eu un globe céleste en bronze. Et c'était dans la vieille ville, et une personne vient me voir, elle me dit, voilà, nous avons ça, on aimerait le mettre en vente. Ça vient de mes grands-parents. Il y a une facture encore, c'est marqué Chine, etc. Et donc nous faisons des recherches qui ont duré 1 an. Et on a trouvé un spécialiste qui était vraiment spécialisé de manière très précise dans l'astronomie extrême-orientale du XVIIe siècle. Et c'est un globe avec à l'intérieur une boîte, et tout avec un mécanisme d'horloge, en fait. Mais avec une base, on aurait dit Art déco. Moi j'ai cru que c'était de 1930, et puis quelque chose dessus qui pouvait être plus ancien, c'est vrai. Et on a beaucoup travaillé dessus, tout était couvert d'inscriptions chinois, et on a traduit toutes ces inscriptions. Et après une année de recherche, on a trouvé que ce n'était pas chinois mais japonais, que c'était de la fin de l'époque Ming, fait pour probablement un empereur, on n'a pas eu des précisions. Mais là aussi, eh bien, on l'avait finalement estimé autour des 100 000 francs, et il a fait 1 million. Avec, voilà, on a eu des personnes, on a eu des conservateurs qui sont venus du Japon, conservateurs de musées, spécialement pour voir l'objet, et arriver comme ça avec des gants, bon, c'était très amusant. Et à la fin de la vente, j'ai le propriétaire qui vient me voir, très content, évidemment, et qui me dit je vous félicite pour cette vente. C'était formidable pour toutes les recherches que vous avez faites. Et je dois vous dire quand même quelque chose.
c'est que, ça je ne vous avais pas dit, mais avant de vous la montrer, je l'avais proposée à 2 maisons anglaises, comme il m'a dit, qui m'ont dit que c'était un très bel objet qui valait peut-être même jusqu'à 10 000 livres sterling. Voilà. Alors j'étais quand même assez fier de pouvoir, grâce aux recherches, eh bien, d'avoir pu atteindre un prix comme ça. Alors, j'en ai aucune idée parce que dès le départ, pour moi, j'ai construit en me disant, je construis sur le long terme, peut-être sur 30 ans, mais qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Maintenant, ça fait 20 ans, ça a bien progressé, on a une bonne réputation, solide, on fait de très belles ventes, avec des objets de niveau international qui se vendent extrêmement bien. Donc, je préfère être ouvert toujours à des opportunités et saisir les opportunités, saisir la chance finalement de pouvoir aller dans une direction ou une autre, mais toujours en travaillant. En parenthèse comme ça, j'ai envie de dire que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on avait le Covid, on a les guerres, il y a eu la guerre, le démarrage de la guerre en Ukraine, il y a eu avant des crises, en 2008, la grande crise, il y a eu des crises financières encore après, et puis on se dit, oh là là, mais le monde va s'écrouler, et puis finalement ici, on ne fait qu'une chose, c'est on travaille. Et puis on a les objets, et puis on fait notre travail, quelque part presque en faisant abstraction de l'extérieur, et finalement ça marche parce que on est positif. C'est une question difficile à répondre, mais je dirais la trace d'une... la trace peut-être d'une... comment dire, oui. S'il faut laisser quelque chose, ça serait peut-être une idée d'une certaine déontologie et d'un certain professionnalisme. Parce que, en fait, c'est comme ça que j'ai travaillé, que je continue à travailler, et on voit que malgré les personnes peut-être jalouses ou les... eh bien, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je reformule ça, si ça vous va, mais oui. Je dirais, oui, je dirais ceci, s'il y a peut-être une trace à laisser, c'est sur l'image d'un travail bien fait, d'une certaine déontologie, d'un professionnalisme qui porte ses fruits, en fait. Mais quoi d'autre? Je ne sais pas. On n'est pas grand-chose dans ce monde. Lorsque j'étais chez Sotheby's, on ne s'occupait, on dirait, que des objets les plus extraordinaires, les bijoux les plus beaux du monde, et donc on avait une clientèle VIP. Et ce que j'aime ici, lors des expositions, c'est qu'on a cette clientèle VIP qui vient, mais vous avez tout le monde. Vous avez le professeur d'école qui vient, vous avez la postière qui vient en habit, parce qu'il y a pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est un mélange qui est très vivant. Et c'est pour ça que aussi vous avez vu un très large choix d'objets. Hein, ça va de l'art de la table jusqu'au tableau, aux bijoux. Et dans les bijoux, vous avez des petits bijoux et vous avez des bijoux prestigieux. Donc vous avez cette gamme qui reproduit en effet la vie de chacun. Et puis, une chose que j'ai
pas dites directement, mais que vous soulevez là. Moi, il y a les relations humaines me passionnent aussi. Donc, lors de succession, si vous êtes en plein dans une succession, vous êtes peut-être un peu perdu. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et moi je trouve passionnant d'aller à la rencontre de ces personnes et puis de pouvoir les aider. Alors après, mon but ultime, c'est de dire peut-être il y a des choses qui vont aller à la vente, mais bien sûr, mais c'est pas forcément ça qui, même si c'est un horizon, c'est pas une obligation. L'idée, c'est de pouvoir aussi rendre service et puis d'avoir des échanges, et ça, c'est aussi la vie en fait. Alors, souvent, il y a des personnes qui me disent « Ah, il faut écrire un livre », mais je n'ai pas du tout le temps. Donc, et je ne sais pas si je serai très bon non plus. Ceci dit, ce que je fais en dehors, donc d'abord l'entreprise est très prenante, et ensuite j'ai une famille. Donc quand j'ai du temps, je la passe avec la famille, avec mes enfants. Et alors il y a les obligations familiales, il y a aussi le plaisir d'avoir les interactions avec les enfants, qui n'est pas du tout une corvée, comme ça pouvait l'être il y a quelques dizaines d'années en fait. Aujourd'hui c'est mon plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec eux, et aussi de leur montrer, de leur apprendre, de transmettre la connaissance. Ça c'est bien.